Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons George Beebe, ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA et actuel directeur de la grande stratégie à l'Institut Quincy. Merci d'être revenu. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière conversation. Oui, nous talaus indictivem merbiatik zakurba braistert. Cela a été ainsi pendant la majeure partie de la présidence de Trump, 10 mois de montagne russe. Mais comment comprendre les développements les plus récents? D'un côté, on pourrait être optimiste en pensant que la voie diplomatique a été relancée. De l'autre, il semble que cela ne plaise à personne. À Washington, cela rencontre de la résistance. En Ukraine, en Europe, et même les Russes ne semblent pas particulièrement enthousiastes quant aux conditions. Comment évaluez-vous cet accord? Eh bien, je pense que vous l'avez décrit exactement comme il faut. Il y a des raisons d'être optimiste. Je pense que nous commençons à devenir très sérieux quant à la forme que prendront les termes d'un accord. Je crois que nous sommes très proches de définir des conditions acceptables à la fois pour les Ukrainiens et pour les Russes. L'essentiel ici est de trouver un accord qui réponde aux besoins de sécurité de l'Ukraine sans menacer les intérêts de sécurité de la Russie. D'après ce que j'ai vu des propositions qui ont circulé en ligne jusqu'à présent, il semble que nous soyons proches d'y parvenir. Et c'est ce que les deux parties essaient de réaliser. Maintenant, le revers de tout cela, c'est qu'à mesure qu'il devient évident que nous approchons d'un accord, toutes les parties qui ne veulent pas voir de compromis, qui ne veulent pas que cette guerre se termine selon des conditions acceptables pour l'autre camp, commencent à être scared. Et il y a parmi tous les acteurs en présence des personnes qui ne veulent pas voir de compromis. En Russie, certains refusent toute entente avec l'Occident ou avec l'Ukraine. À Washington, beaucoup ne veulent pas d'un compromis acceptable pour les Russes. Et cela vaut aussi pour l'Europe. Ainsi, dès qu'ils nous voient nous rapprocher d'un accord, leur défense se renforce et ils commencent à introduire des éléments, à faire circuler des rumeurs et à présenter tout cela comme vain ou comme une forme de capitulation. Une répétition de la célèbre politique d'apaisement de Neville Chamberlain à Munich. Ce sont là autant de tentatives visant à torpiller l'accord. C'est une situation fréquente lorsqu'un règlement de paix pour un conflit de longue date commence à devenir sérieux. Nous observons ce schéma au Moyen-Orient. Nous le voyons depuis des décennies. Chaque fois qu'il semble que nous approchons d'une solution potentiellement viable, les partisans du refus interviennent et font tout pour bloquer ou empêcher un accord. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans l'ensemble, je suis optimiste. Je le suis parce que je pense que l'administration Trump comprend la dynamique de la situation. Je crois qu'elle se concentre correctement sur la recherche d'un accord mutuellement acceptable et qu'elle reconnaît qu'il existe de nombreuses parties qui ne veulent pas voir ce processus aboutir. Je suis optimiste quant à leur capacité à gérer cette situation et à la mener à bien. Mais ce n'est certainement pas facile. Il est encore trop tôt pour relâcher la vigilance. Mais comment résoudre ce dilemme? Car du côté russe, ils sont déterminés à ce que cette guerre ne reprenne pas, qu'il ne s'agisse pas simplement d'une pause temporaire, permettant à l'OTAN de se réarmer et de préparer à nouveau l'Ukraine, comme un proxy pouvant être réactivé à l'avenir contre la Russie. En d'autres termes, la Russie veut des garanties de sécurité, assurant que l'OTAN n'aura plus aucune implication en Ukraine. Revenant essentiellement à la situation d'avant 2014. Pendant ce temps, les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité pour que les Russes ne puissent plus envahir. Et cela est très difficile à obtenir, surtout lorsque l'OTAN et les Européens se présentent comme les principaux garants de la sécurité de l'Ukraine.
Alors, à quoi pourrait ressembler un accord qui ne satisferait peut-être pas tout le monde? Mais où se situerait le compromis? Eh bien, je pense que les grandes lignes de ce compromis sont déjà évidentes. D'un côté, l'OTAN et l'Ukraine s'accordent toutes deux sur le fait que l'Ukraine ne fera pas partie de l'Alliance Atlantique, et nous convenons également que l'OTAN ne déploiera pas de forces de combat sur le territoire ukrainien. Ces éléments doivent faire partie d'un accord, sinon, les Russes ne l'accepteront pas. Je pense que c'est très clair. Les Russes, de leur côté, ont indiqué une certaine volonté, le président Poutine lui-même l'a publiquement affirmé, que l'Ukraine puisse rejoindre l'Union européenne. Et je pense que c'est un compromis important qui, en soi, offre à l'Ukraine une certaine garantie qu'elle pourra être reconstruite, qu'elle pourra s'ancrer politiquement et économiquement à l'Ouest, même si elle ne fait pas partie militairement de l'alliance de l'OTAN. Et je pense que la nature des garanties de sécurité dont nous parlons avec les Ukrainiens me semble bien inférieure à toute forme de garantie de type article 5. En d'autres termes, nous ne nous engageons pas sur le principe qu'une attaque contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque contre les États-Unis. Le langage que nous mettons en place ressemble davantage à une assurance donnée aux Ukrainiens que dans le cas d'une nouvelle invasion russe. Nous leur fournirions le type d'aide militaire et de soutien en matière de renseignement que nous leur avons apporté depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Il n'y a aucun engagement à combattre directement les Russes au nom de l'Ukraine, mais il y a bien une assurance que les Ukrainiens recevront une aide solide de l'Occident pour se défendre. Et bien sûr, je pense que nous mettrions en place des sanctions économiques assez strictes contre les Russes dans ce cas. En d'autres termes, nous créons une situation dans laquelle les Ukrainiens peuvent être assurés qu'ils ne seront pas laissés seuls, que nous ne les oublierons pas, que si la Russie envahit de nouveau, nous les soutiendrons sans franchir la ligne qui consisterait à nous engager directement dans une guerre avec la Russie. Jusqu'à présent, cependant, les Ukrainiens se sont montrés, du moins publiquement, très opposés à cet accord. La première chose que Zelensky a faite a été de se tourner vers les Européens pour obtenir leur soutien afin de faire pression sur Trump pour qu'il apporte des modifications. Et maintenant, on voit que l'accord en 28 points a été transformé en un accord en 19 points. Je n'en ai pas vu les détails, mais je suppose que si les Ukrainiens sont plus satisfaits, les Russes le seront moins. Et ils n'étaient déjà pas entièrement favorables à cet accord. Je pense que notamment, l'armée ukrainienne forte de 600 000 hommes était jugée inacceptable par beaucoup à Moscou, car elle représenterait une force de combat trop importante. Il faudrait mobiliser trop de ressources russes pour la dissuader. Et en effet, ils verraient surtout cela comme une sorte d'incitation pour l'OTAN à disposer d'une armée de 600 000 soldats, puisque cela épuiserait essentiellement les ressources russes au fil du temps. Eh bien, je pense que ce chiffre de 600 000 est vraiment un leurre. C'est une chose de dire que les Ukrainiens peuvent avoir une armée de cette taille sur le papier. C'en est une autre, d'examiner la réalité de la situation de l'Ukraine et de se demander s'ils pourraient même se permettre de déployer une armée aussi grande en temps de paix. Et je pense que la réponse est clairement non. Ils ne le peuvent pas. 600 000, c'est bien au-delà de ce que les Ukrainiens sont capables de soutenir sur les plans économiques et démographiques. En réalité, les Russes devraient comprendre que, quoi qu'il soit écrit sur le papier, ils ne seront pas confrontés à une armée ukrainienne forte de 600 000 hommes à l'avenir.
Je pense donc que c'est un domaine dans lequel les Russes peuvent se permettre de faire preuve d'une certaine flexibilité. Eh bien, l'opposition principale semble venir. Enfin, la plus forte opposition semble venir d'Europe. Comme vous l'avez mentionné, ils considèrent cela comme un traité de capitulation, avec, bien sûr, les comparaisons historiques prévisibles. Mais nous avons déjà parlé du fait que les Européens se laissent un peu piéger par des récits selon lesquels, si nous donnons aux Russes ce qu'ils veulent, ils en demanderont encore davantage. Et la prochaine fois, ils viendront pour Berlin ou Paris, ce genre de rhétorique. Voyez-vous des changements en Europe quant à la volonté de réellement s'éloigner un peu de ces idées? Parce qu'une fois qu'ils commencent à reconnaître certaines des causes profondes de la guerre, il pourrait alors y avoir davantage de volonté politique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons vraiment rien vu de tel. En fait, chaque fois que les Russes évoquent les causes profondes, les médias occidentaux ou européens mettent généralement l'expression entre guillemets, comme si c'était d'une certaine manière trompeur. Comme s'il n'existait pas de cause profonde, autre que l'impérialisme russe. Voyez-vous donc des changements dans les récits, ou quelqu'un en coulisses, prêt à commencer à s'éloigner de ces récits de 2022? Eh bien, oui, en fait. Je pense que si l'on retrace les positions de l'Europe sur un règlement de paix au fil du temps, en commençant à la fin de l'année dernière, lorsque la position européenne était « Nous ne parlerons pas aux Russes. Personne n'a le droit de parler aux Russes. Les Russes doivent simplement perdre cette guerre, rentrer chez eux et s'excuser pour ce qu'ils ont fait. » Depuis, nous avons vu ce que je considérerais comme des propositions européennes de plus en plus réalistes. Aucune d'entre elles, à mon avis, n'est encore dans la zone de ce qui serait acceptable pour les Russes. Mais avec le temps, les documents que nous avons vus émanant de l'Europe me semblent de plus en plus proches de ce que je considérerais comme un véritable compromis. Il y a encore certaines choses que l'Europe va devoir accepter, dont l'une est que la porte à la poursuite de l'expansion vers l'est de l'OTAN devra se fermer. Elle devra également comprendre qu'il n'y aura pas de présence militaire européenne sur le territoire ukrainien. Mais c'est un message que je pense les Européens finiront par accepter. Ils le doivent, car s'ils ne le font pas, ils seront perçus comme les obstacles à un accord. Et cela serait, à mon avis, très préjudiciable aux propres intérêts de l'Europe dans sa tentative de mener une relation transatlantique d'une certaine importance. Je pense que ce que les Européens craignent plus que l'agression russe, c'est une fracture dans l'alliance transatlantique. Et je crois que c'est quelque chose que l'administration Trump peut utiliser pour amener les Européens à adopter une vision plus pragmatique à l'avenir. Personne ne parle d'abandonner les Ukrainiens face à une future agression russe. Ce n'est pas ce que souhaitent les États-Unis, et ce n'est pas quelque chose qui aiderait à faciliter un accord pour mettre fin à cette guerre. Mais je pense que les Européens vont finalement devoir accepter la réalité. Nous n'allons pas intégrer les Ukrainiens dans une alliance militaire avec l'Occident, ni déployer une force de dissuasion sur le territoire ukrainien. Mais pour les Européens, je ne pense pas que le bien-être ou la sécurité de l'Ukraine soit la seule chose à l'ordre du jour. Une garantie de sécurité américaine à l'Ukraine est également perçue, je crois, par de nombreux dirigeants, comme une garantie de sécurité pour l'Europe. Cela ancrerait l'Amérique en Europe pour quelques années supplémentaires, car la préoccupation plus large est que les États-Unis cherchent à utiliser leurs ressources plus limitées et à les diriger vers des régions du monde jugées plus prioritaires que l'Europe. Donc, encore une fois,
à se détourner de l'Europe. Mais d'un autre côté, les Russes considèrent que les causes profondes résident précisément dans cette architecture de sécurité. Une architecture qui met la Russie à l'écart, la laisse sans siège à la table européenne et a, en substance, ignoré ses préoccupations sécuritaires depuis plus de 30 ans. Alors, comment avancer vers une résolution non seulement du différend entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi des causes profondes plus larges entre l'OTAN et la Russie? Eh bien, je pense que ce qu'il faut, c'est ce que j'appellerais une combinaison de dissuasion et de sécurité coopérative. Beaucoup de gens en Europe et à Washington estiment que la solution pour assurer la stabilité en Europe réside dans davantage de dissuasion, plus de puissance militaire, plus de présence de combat. Et ils sont très réticents à associer la dissuasion et les capacités militaires au type de diplomatie, aux règles et aux accords qui avaient été mis en place pendant la guerre froide pour éviter qu'elles ne deviennent chaudes. Je pense que c'est ainsi que nous devons avancer. Pour répondre aux préoccupations de l'Europe, selon lesquelles nous ne disposons pas d'une dissuasion suffisante, mais aussi pour ramener les Russes dans un dialogue sur la sécurité européenne. Une revitalisation des institutions priennes auxquelles la Russie participe et qui ne sont pas très sur l'OTAN. Un processus de discussion sur les principes de sécurité en Europe qui sont intrinsèquement en tension les uns avec les autres. Par exemple, le principe selon lequel les États peuvent choisir leurs propres alliances militaires est en tension avec le principe de l'indivisibilité de la sécurité. Un principe mentionné dans le décalogue d'Helsinki, d'origine et mis en avant dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990. C'est un principe que nous n'avons pas été disposés à discuter avec la Russie. L'idée qu'un État ou un groupe d'États ne devrait pas prendre de mesures de sécurité qui menacent la sécurité d'un autre État ou groupe d'États. Ainsi, on ne peut pas concilier ces principes. Elles sont intrinsèquement en tension l'une avec l'autre. Elles exigent un équilibre qui repose sur la diplomatie et la discussion. C'est ce que nous devons faire avec les Russes, les amener à participer aux discussions sur la sécurité de l'Europe. Et c'est cet aspect-là, selon moi, qui doit accompagner le règlement de la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas simplement mettre fin à la guerre et dire « très bien, passons à autre chose ». Sans poursuivre ce dialogue sur la sécurité de l'Europe, sur l'architecture à laquelle nous allons tous appartenir et sur les principes qui sous-tendront la sécurité en Europe. Cela doit se poursuivre bien au-delà de la fin de la guerre en Ukraine. Eh bien, si nous reconnaissons que l'architecture de sécurité européenne brisée est à l'origine de la guerre, comme vous l'avez dit, en remontant même jusqu'à la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, il existait deux principes de sécurité concurrents. D'un côté, les pays devraient pouvoir choisir leurs propres arrangements de sécurité. De l'autre, nous avons le principe de la sécurité indivisible. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle l'élargissement de l'OTAN pour inclure l'Ukraine posait problème. Car au sein de l'OTAN, nous répétons que l'Ukraine devrait être libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas à la Russie de dicter sa conduite. Mais du côté russe, on dit « Vous avez signé tous ces accords selon lesquels nous devrions avoir une Europe fondée sur la sécurité indivisible. Donc vous ne devriez pas étendre votre sécurité au détriment de la nôtre. » Et l'Union européenne avait également conclu des accords distincts avec les Russes, notamment à partir de 2005, qui reposaient sur cette idée que nous devrions avoir une sécurité indivisible. Alors, harmonisons nos initiatives d'intégration en direction du voisinage commun. Mais après une grande guerre, il ne reste guère d'appétit pour prendre en considération
les préoccupations de sécurité de l'adversaire. Si l'on écoute la rhétorique en Europe aujourd'hui, on ne parle jamais vraiment de ce qui pourrait inquiéter la Russie. On dit seulement que l'Ukraine est la victime, qu'elle a besoin de tout le soutien militaire possible. La seule raison pour laquelle nous avons eu cette guerre, disent-ils, c'est parce que les Russes voulaient un empire. Voilà la rhétorique. Alors, comment aller au-delà de cela, en termes de reconnaissance de la cause profonde de la guerre? Car encore une fois, je ne vois aucune volonté en Europe, du moins. Mais dans quelle mesure cela importe-t-il vraiment? Les États-Unis et la Russie ont-ils besoin du consentement des Européens ou peuvent-ils avancer sans eux? Eh bien, il serait certainement utile d'avoir le soutien de l'Europe pour avancer vers la fin du conflit en Ukraine. Est-ce absolument nécessaire? Non, je ne le pense pas. Et c'est l'une des réalités que les Européens vont devoir prendre en considération. Si les États-Unis disent « Très bien, c'est fini, nous allons mettre un terme à cette guerre en Ukraine d'une manière ou d'une autre », l'Europe, soit vous montez à bord, soit vous resterez sur le quai. Je pense qu'il y aura une pression énorme en Europe pour monter dans ce train avant qu'il ne quitte la gare. Si les États-Unis en viennent à être convaincus que l'Europe constitue l'obstacle à un règlement de compromis de la guerre, alors je pense qu'on commencerait à envisager des situations où une administration Trump pourrait se retirer et dire à l'Europe « Très bien, vous voulez mener cette guerre à tout prix, allez-y, mais vous ne le ferez pas avec notre soutien. » Et ce serait, à mon avis, une issue très sombre pour toutes les parties concernées. Car l'Europe ne peut pas soutenir cette guerre. Elle ne peut pas fournir à l'Ukraine le type de soutien, en particulier le soutien en matière de renseignement et de défense aérienne, qui sera si vital pour les perspectives de l'Ukraine sur le champ de bataille. Je pense qu'à ce stade, on verrait une détérioration très rapide de la position de l'Ukraine sur le champ de bataille, et on se retrouverait alors dans une situation où un règlement de compromis de la guerre deviendrait très improbable. Plus la Russie progresse, plus elle insistera pour dicter les conditions d'un accord plutôt que de chercher un compromis. Et ce ne serait une bonne issue pour personne, en particulier pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Je pense donc que l'Europe va devoir s'adapter aux réalités auxquelles elle est confrontée. Les alternatives à un compromis pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont bien pires pour toutes les parties concernées. Et je pense que ça s'applique aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine et à l'Occident. Mais quelle est votre opinion au juste? L'Europe est-elle désormais le principal obstacle à la conclusion d'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine? Parce que, eh bien, toutes les parties affirment vouloir la paix, mais elles semblent toutes espérer détourner la frustration de Trump vers quelqu'un d'autre, de sorte qu'elles finissent par être celles qui subissent sa pression. Considérez-vous les Européens comme le principal obstacle? Eh bien, je pense que les États-Unis ont mené des discussions approfondies avec la Russie sur les conditions actuellement débattues pour mettre fin à cette guerre. Je crois que nous avons une assez bonne idée de ce que la Russie acceptera et de ce qu'elle refusera. Et je pense aussi qu'en raison des circonstances politiques et militaires, les Ukrainiens se trouvent dans une situation où ils ont besoin d'une fin à cette guerre. L'élan est de plus en plus du côté de la Russie. Il s'accentue de jour en jour et de semaine en semaine. La situation sur le champ de bataille ne fera qu'empirer pour les Ukrainiens, et je pense qu'ils en sont conscients. Mais le scandale de corruption qui éclate en Ukraine, selon moi, donne à Zelensky et à son entourage une forte incitation à changer le récit à l'intérieur du pays, à détourner l'attention de la corruption pour la recentrer sur l'effort de guerre.
Je pense donc que cela offre une fenêtre d'opportunité pour amener les Ukrainiens et les Russes vers un compromis. En ce moment, les Européens sont, à mon avis, les plus réticents à envisager un compromis, car ils craignent que cela ne réduise les incitations de l'administration Trump à continuer de jouer un rôle militaire fort en Europe. Je pense qu'ils s'inquiètent de voir Trump se détourner profondément de l'Europe et les laisser face à la Russie d'une manière qu'ils trouvent très inconfortable. Donc oui, en résumé, je pense que les Européens sont actuellement ceux qui se préoccupent le plus d'un compromis par rapport aux Russes et aux Ukrainiens. Et c'est un point sur lequel nous allons devoir travailler. Eh bien, vous avez mentionné que la situation passait de mal en pis sur le champ de bataille. Que pensez-vous qu'il se passera si cet accord de paix n'aboutit pas et que la guerre se décide finalement sur le champ de bataille? Prévoyez-vous un effondrement des défenses ukrainiennes ou comment évaluez-vous la situation militaire dans son ensemble? Eh bien, je pense que oui, nous sommes sur la voie de l'effondrement. Il est très difficile de prédire quand cela se produira. Il existe des facteurs immatériels que personne ne peut mesurer et qui influencent cette situation. Une partie de cela concerne le moral, le degré auquel le peuple ukrainien estime que sa situation sur le champ de bataille est sans espoir. Et personne ne peut savoir quand ce moment arrivera. Mais il est très clair que les Ukrainiens sont de plus en plus en infériorité numérique. Il est également évident que les frappes aériennes, les frappes de missiles et les attaques de drones russes sont très difficiles à repousser pour les Ukrainiens avec leur système de défense aérienne. Les Russes vont avoir un avantage croissant dans ces attaques aériennes au fil du temps. Cela aura inévitablement un effet sur le moral, un effet inévitable sur la logistique et un effet inévitable sur la production d'énergie en Ukraine. Et cela conduira, tôt ou tard, à une sorte de dénouement en Ukraine. Personne ne peut dire quand cela se produira, mais je suis très confiant que ce ne sera pas dans 2 ans. Ce sera probablement dans moins d'1 an. Et probablement bien moins d'1 an s'il n'y a pas de compromis diplomatique. Eh bien, je pense toujours à cet article écrit par l'ancien chef de l'armée allemande, le général Kujat, en janvier 2023. Il faisait remarquer qu'il était prévisible que l'Ukraine perdrait cette guerre. Et il avertissait aussi que, lorsque cela arriverait, les États-Unis commenceraient très probablement à se retirer et à laisser le fardeau aux Européens. Ensuite, pour reprendre plus ou moins ces mots, les Allemands se retrouveraient seuls face à une Russie très en colère. Maintenant, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas seulement aidé l'Ukraine à se défendre. Dans une large mesure, nous sommes effectivement entrés en guerre contre la Russie. Au début, nous ne voulions même pas envoyer de F-16. Biden disait que cela signifierait la 3e guerre mondiale. Mais maintenant, nous envoyons ces missiles à longue portée qui dépendent de nous. Nous avons applaudi lorsque notre matériel militaire a été utilisé pour envahir Koursk. Il y a eu l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie en juin. Je veux dire, il y a eu. En somme, nous sommes plus ou moins entrés en guerre avec la Russie. Alors, à votre avis, à quoi ressemblera l'Europe une fois cette guerre terminée, même avec un règlement diplomatique? Eh bien, s'il y a un compromis diplomatique dans lequel les Russes font de réelles concessions, tout comme les Ukrainiens, alors je pense que nous aurons une chance d'amorcer un dialogue plus large sur la sécurité européenne. Un mélange de dissuasion prudente et de mesures de sécurité coopératives, ainsi que des règles du jeu permettant de gérer ce qui sera probablement une relation très tendue et empreinte de méfiance entre la Russie et l'Occident pendant de nombreuses années.
Je pense que c'est inévitable, quelle que soit l'évolution de cette guerre. Mais s'il n'y a pas de règlement diplomatique, les Russes, à mon avis, continueront d'avancer et de prendre autant de territoires qu'ils jugeront prudent pour eux. Et cela sera bien loin de couvrir toute l'Ukraine. Je pense qu'ils sont trop intelligents pour tenter d'avancer jusqu'à la frontière de l'Ukraine avec la Pologne, par exemple. Cela exigerait une force d'occupation énorme. Ce serait très désordonné, très sanglant, et les Russes ne veulent pas de cela. Mais je pense qu'ils pourraient s'emparer d'assez de territoires pour laisser un État ukrainien résiduel, très dysfonctionnel, très difficile à reconstruire. Et s'ils veillent à ce que cet État ne soit pas reconstruit, ils auraient alors la capacité militaire de dissuader les investissements à grande échelle dans les projets de reconstruction en Ukraine et par conséquent de rendre très improbable le retour en nombre significatif des réfugiés ukrainiens. Et l'Ukraine, je pense, deviendrait un État qui ressemblerait beaucoup plus à la Libye actuelle qu'à par exemple l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. Et ce serait, à mon avis, une catastrophe pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. Ce serait une source d'instabilité qui diffuserait toutes sortes de problèmes dans le reste de l'Europe. Et cela pourrait bien accroître la probabilité de nouveaux foyers de tension, de nouvelles crises entre la Russie et l'Occident dans d'autres régions d'Europe, ce qui serait assez dangereux. Et nous n'aurions pas les types de règles du jeu, ni les dialogues nécessaires pour gérer ou éviter ces crises futures. C'est donc, je pense, un avenir que nous devons prendre au sérieux. Et la manière de l'éviter consiste à parvenir à un compromis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Un compromis qui permette d'engager une discussion avec les Russes sur les règles du jeu et sur ce à quoi devrait ressembler l'architecture de sécurité européenne à l'avenir. Cela permettrait de relancer le traité FCE adapté aujourd'hui caduc, d'aborder la question des armes nucléaires tactiques et d'avancer sur le renouvellement et le remplacement du traité New START, réintroduisant ainsi la stabilité nucléaire stratégique dans l'équation. Je pense que les Européens doivent réfléchir sérieusement aux alternatives à un règlement de compromis, car il ne s'agira pas d'un conflit gelé et stable où les deux camps resteraient dans une impasse pendant des années. Ce scénario, à mon avis, doit être très peu pour. J'ai ressenti un certain optimisme lorsque j'ai vu le traité START et le contrôle des armements dans l'accord proposé. Mais cette impasse continue, où Russes et Ukrainiens s'épuisent mutuellement depuis plus d'un an, me semble avoir constitué le scénario optimal pour les Européens. Une situation où les lignes de front ne bougent pas, où les Russes sont épuisés et affaiblis, tandis que les Américains restent engagés en Europe. Et dans le même temps, on forme ces Ukrainiens aguerris au combat comme un futur bouclier contre la Russie. Cela paraissait être, eh bien, encore une fois, malgré toutes les horreurs et les souffrances, une situation idéale aux yeux des Européens, je pense. Non pas la souffrance, bien sûr, mais le cadre, car personne n'a vraiment expliqué à quoi pourrait ressembler une défaite de la Russie. Quoi qu'il en soit, je deviens un peu pessimiste, mais j'espère sincèrement que vous me donnerez tort et que cette initiative pourra aboutir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci.